Eh ben, hello Gary. Ça fait plaisir, c'est vrai en vrai. Ouais, de ouf, avec le micro. Merci d'avoir accepté ce podcast. On te parle app. Le principe le simple, on parle d'app mobile, donc marketing, design, du dev, et puis un peu tout globalement autour des apps, quoi, grosso modo. Cool, je suis bien tombé alors. Exactement. Bah, question classique pour commencer. Qui est Gary Cohen? Alors, je suis Gary Cohen. J'ai créé un studio de jeux mobile il y a de ça 7 ans. Et en parallèle, depuis, j'accompagne des apps qui ne sont pas des jeux, justement, Ok. dans la croissance. C'est ce que je faisais dans la boîte de gaming où on était jusqu'à 30 personnes. Et c'est ce que je fais au sein de l'agence aujourd'hui. Et ça marche plutôt pas mal. Ok, lourd. Très bien. Dual4, du coup, c'est l'agence de... Dual4, c'était ça? Ouais, Dual4, c'est le studio de jeux mobile. Ok. Donc, on a créé ça en 2019, en 2018. On crée et on publie des jeux. Donc, à la différence de, par exemple, Voodoo qui publie des jeux et travaille avec des studios externes. Bon, après, ils ont tellement d'argent qu'ils font des jeux en interne et c'est pas fou. Ouais. Mais on crée, on publie des jeux en interne. Ce qui fait deux choses. Première chose, c'est qu'on réintègre une partie de la marge qu'on distribue pas à nos studios. Ok. Bon, et la deuxième chose, c'est qu'on assume les coûts de développement. Mm. Donc, mais on est plus libre de faire ce qu'on veut. Et puis, on a des objectifs de trouver des jeux qui sont moins performants, puisque du coup, on n'a pas à partager la marge, puisqu'on garde tout pour nous. Voilà. Ok. Combien de personnes chez Dual4 là, actuellement? Chez Dual4, on est 3 personnes. Ok. Ça tourne en automatique. On a fait lifetime à peu près 300 millions de téléchargements. Ok. Aujourd'hui, on est sur un rythme manuel d'à peu près 50 millions de téléchargements. Mhm. Et tout est quasiment automatisé. Donc, Ok. ça veut dire qu'on achète du trafic, on vend notre trafic au quotidien sans trop y passer de temps. Enfin, on regarde la performance, on n'est pas fou, tu vois, parce qu'on investit de l'argent, on investit des dizaines de milliers par jour, donc il faut quand même regarder ce qu'on fait. Mais on dépense sur plein de networks et c'est de la gestion et c'est de l'opérationnel quand même à faire. Mais heureusement, on a automatisé une bonne partie de la chose. Ok, stylé. Ok, très clair. Dual4, maintenant acquisition, c'est ça? Acquisition, ouais. Donc là, tu es tout seul dans l'acquisition, c'est ça? Acquisition, je suis tout seul. Le but, c'est de rester seul aussi. L'idée, c'est de délivrer un travail d'excellence et un conseil d'une grande qualité et pas de tourner la chose en mode agence. Ouais. Donc, je fais 3 choses principalement. Je fais de l'accompagnement au lancement. Ok. Donc, c'est tous les gens qui lancent une app, donc qui n'ont pas forcément l'information qu'il faut traquer tout ce qui se passe dans la data, sur les outils d'analytics, sur les MMP, sur ce genre de choses, les créas. D'un point de vue produit, même qu'on pas ce qu'il faut, les mœurs ce qu'il faut faire sur l'onboarding, sur les paywalls, sur le pricing, etc. Donc l'idée c'est d'accompagner les gens sur ça. Ça dure à peu près entre 25 et 30 heures. Okay. Et du coup ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'accompagne des boîtes dans la scale. Donc l'idée c'est de trouver des boîtes qui font déjà on va dire entre 20 et 50 000 de revenus par mois. De passer à l'étape d'après. Pourquoi ? Parce que globalement l'idée c'est qu'avec une application, en tout cas un business d'application avec une ou plusieurs applications, l'idée c'est de au moins faire $1 million de revenus par an pour pouvoir faire au moins $200 000 de marge et puis de marge brute pour pouvoir payer des bureaux et puis des gens quoi. Ouais, carrément, carrément. Ou alors tu peux travailler en remote, mais en tout cas tu as quand même des coûts, donc si tu fais pas au moins $1 million, c'est difficile de gagner de l'argent et de te mettre de l'argent dans la poche en tant que fondateur. Quoi. Sauf si t'es seul ou alors faut. Mais ouais, généralement sauf les si gens. T'es seul et que ça repose sur de l'organique et tu dépenses pas un clou en marketing. Et puis, évidemment. Mais c'est assez rare. C'est clair. Prends un ticket d'euro million, c'est la même chose. Oui, c'est clair. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est souvent le plus important quand tu lances ton app. C'est ce qui se passe une fois que tu l'as publié. Et puis, avec beaucoup de clients qui créent des apps à 30, 40 000 euros, ils la foutent sur les stores. Et puis après. Avec le marketing inclus, si tu veux, tu vas faire 10 000 euros de marge. 10 000 euros de marge, il reste pas grand chose. Tu vois, net de charges et d'impôts, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça aide beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, intéressant. Donc après, c'est pas nécessaire de faire 1 million pour en vivre et faire un truc, mais je veux dire, à partir du moment où tu veux créer un business autour de ça avec une équipe, mécaniquement, il faut quand même générer du revenu si tant est que ça repose sur du marketing payant, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, intéressant. Ok, de toute façon, on va revenir sur Dual4 après. J'ai des questions plus détaillées sur Dual4 et acquisition d'ailleurs après. Avant ça, un petit quiz ignoble. Donc là, c'est simple. Tu vas répondre à ignoble ou pas ignoble. Donc soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Et puis en gros, ça va être soit des anecdotes, soit des trucs que je pense, soit des trucs que d'autres personnes pensent. Et tu me diras si tu penses que c'est vrai, donc pas ignoble, ou si c'est faux, donc ignoble. Voilà, simplement. Première affirmation, les publicités in-app, c'est surcoté. Ça, c'est totalement ignoble. Il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Non, mais c'est un sujet intéressant. C'est comme ça que sont monétisés les apps de Dual4. Donc, tes jeux, c'est des petits jeux simples, hyper casual, et qui sont monétisés avec des pubs à 99,9%. C'est ignoble dans la mesure où, en fait,
les publicités, c'est un vrai moyen de rémunération sur une application. Alors effectivement, il faut du trafic parce que s'il y a 3 pèlerins qui se baladent, bah, évidemment, c'est un jeu de volume. Ouais. Ça, c'est une question que j'ai. À partir de combien de users, je sais pas, quotidien, tu peux dire, je vais mettre de la pub dans mon app et ça va être intéressant. Ça dépend énormément de paramètres. Si tu fais ça en Inde, oui. il va falloir 10 fois plus. Enfin, là, c'est rien contre les Indiens. C'est juste que le trafic en Inde sur Android, ça rapporte rien versus le trafic sur iOS aux US, c'est pas la même chose. Donc en fait, on est sur deux trucs totalement différents avec un ratio, je sais pas, peut-être de 1 versus 40, tu vois. Donc en fait, mais disons en classique une app US, juste iOS, il faut combien comme trafic pour mettre des pubs? Parce que souvent on a des clients qui disent je vais lancer mon app et je vais mettre de la pub. Et nous tout de suite on dit pub, c'est pas le plus simple pour commencer, à part dans les jeux, mais c'est pas forcément le plus facile. À partir de combien de personnes ça commence à être intéressant de mettre de la pub? En fait, ça dépend de tellement de paramètres, mais c'est comme, je sais pas, ça dépend de plein de paramètres. C'est combien ça coûte une voiture. Ça coûte une Nissan des années 90 rouillée bleu ciel que personne ne veut, sans option, ça vaut 500 balles. Alors que une Porsche, ça vaut 200 000 balles. Donc c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que déjà, ça dépend de l'ICPM. Donc l'ICPM, c'est le revenu que tu vas faire pour 1000 impressions publicitaires. Déjà, derrière ça va dépendre du placement. Donc ça veut dire si tu vas avoir des banners, donc les trucs en bas qui ne bougent pas, ou tu peux les prendre où tu veux, mais ça convertit en ligne en général. Tu vas avoir des interstitiels, donc c'est des pubs que tu peux quitter au bout de 5 secondes. Et tu vas avoir des rewards, que c'est des pubs que tu peux pas quitter, qui durent 30 secondes en général. Donc en fait, quand tu as ça, si tu montes énormément de bannières, les bannières, ça rapporte pas énorme. Les interstitiels, ça rapporte déjà beaucoup plus que les bannières, mais moins que les rewards. Et puis les rewards, il faut offrir quelque chose en échange à l'utilisateur. Donc c'est pas juste comme ça. Donc faut pas juste balancer des pubs que tu peux pas quitter. Parce que le truc, c'est pas une pub, un panneau publicitaire. Et de temps en temps, il y a un peu un jeu ou une application à l'intérieur. C'est quand même, ça doit être central l'application. Donc c'est un peu compliqué. Après, ça dépend du volume. Ça dépend aussi d'un truc vachement important. Ça dépend de comment tu traites le truc. Soit tu mets AdMob en network et tu fais rien. Et soit tu fais ce qu'on appelle la médiation avec des outils comme Applovin Max ou comme AdMob Mediation ou d'autres outils qu'il peut y avoir. Moi, j'ai une préférence pour Max de loin. Ça dépend. Donc, ça veut dire qu'en gros, versus quelqu'un qui va faire juste du AdMob tout court versus quelqu'un qui va faire de la médiation et qui va mettre une tonne de régie publicitaire à l'intérieur pour mettre en concurrence tout le monde et augmenter le revenu que tu vas gagner, la personne qui fait ça va gagner peut-être 2 fois plus. Donc, en fait, combien ça apporte une pub, c'est assez vague. Et mais l'idée, c'est quand même qu'il faut avoir un travail conséquent et montrer des impressions. Et après, ça dépend du pays, ça dépend de l'OS. Mais c'est vrai que sur AdMob, typiquement, quand tu calcules, tu regardes un peu le truc prévisionnel, ils ont un dashboard pour voir combien tu vas gagner selon le nombre de users. C'est assez énorme, comme le nombre de personnes qu'il faut pour commencer à générer un peu d'argent. C'est ça, mais comme une fois, on revient au truc, c'est générer 1 million par an, générer 86 000 par mois. Générer 86 000 par mois, ça veut dire qu'il faut faire 3 000 balles par jour. Et en fait, 3 000 balles par jour, à raison de quand tu vas vendre, alors je vais donner des chiffres juste que tu aies le truc en tête, tu vois. Ça dépend du pays, de l'OS. Mais on va prendre par exemple aux US sur iOS. Tu vas faire, allez, si t'es bon dans le truc, tu vas faire peut-être 70 centimes d'ICPM, donc de revenus pour 1000 impressions publicitaires sur une bannière. Tu vas faire quelque chose de l'ordre de 25 sur une interstitielle, $25, et de l'ordre de $30 sur une reward sur iOS. Alors que sur, je sais pas, en Inde, sur Android, tu vas faire 3 centimes sur une bannière. Alors après, attention, le volume en Inde, il est très important. Alors, le revenu, il est faible, mais le revenu est très important. Le volume. Le volume est très important, pardon. Et donc, tu vas faire peut-être 3 à 5 centimes, je dirais, avec sur une interstitielle, je sais pas, autour de 70 centimes. Et une reward autour de je sais pas, de $1.10, peut-être un truc comme ça. Donc, en fait, si tu veux, on est 1 versus 30 sur la reward notamment, et puis sur les autres formats aussi. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Après, intéressant. Voilà, il faut quand même un trafic conséquent et il faut quand même aussi une application qui est assez sticky et il y a quand même de la rétention parce qu'en fait, si tu veux, les pubs, ça fait que ça fait un peu de la déperdition, donc ça fait peut-être un peu moins de conversion sur tes in-apps, ça fait peut-être un peu moins de rétention sur des trucs et tout. Les gens ils disent ah merde, encore une pub et ils se cassent quoi. C'est un peu le problème. Après voilà, c'est vraiment plurifactoriel et c'est difficile de dire combien ça peut rapporter. Après, il faut juste se caler sur des types d'ICPM. Savoir où est ton trafic, savoir voilà. Mais après les jeux mobiles par exemple, c'est un jeu d'arbitrage. C'est dépenser le moins possible et gagner le plus possible avec les pubs et faire en sorte que la différence soit positive quoi. Intéressant. Ouais, non, on fait pas du tout de jeu, donc j'ai pas trop cette notion de pub et tout. Et souvent quand on regarde un peu pour conseiller un peu nos clients, on se dit en tout cas les pubs c'est pas le plus simple au début, sauf pour des jeux effectivement, donc c'est intéressant. Et sur les apps, ça marche aussi, mais c'est un taf et puis il faut le faire bien parce qu'en fait du simple au double de revenus, soit tu fais pas du tout de marge, soit tu fais carrément de la marge. Donc en fait c'est pour ça que si tu le fais bien, il peut y avoir un intérêt. Si tu as du trafic et tu le fais bien, ça peut avoir un intérêt. Ok, intéressant. Très bien. Très bien pour les pubs in-app.
Deuxième phrase, faire une app classique est plus rentable que faire une app de jeu. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ignoble. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Ça dépend du jeu, ça dépend de l'app. Ça dépend de la stratégie marketing qu'il y a derrière. Ça dépend de l'investissement que tu es capable de faire. En fait, on parle de ça aussi. Hein. Tu peux faire un jeu qui pop tout seul en tête de l'App Store, mais bon, ça revient à prendre un ticket au million, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et tu peux faire une app de niche, je sais pas, qui mesure ton empreinte carbone, tu vois. Et ça, en fait, ce genre de truc, c'est difficile de faire des gros volumes, mais tu sais que tu vas pouvoir faire plus de croissance organique, tu sais que tu vas t'adresser à des gens plus ciblés. Alors quand tu fais un jeu grand public, tu sais que tu as un potentiel de scale très important. Et puis là, on y revient au truc très important. Que ce soit un jeu ou une app, c'est la beauté de l'industrie de l'app. C'est-à-dire que c'est iOS, Android, tous les pays du monde. C'est-à-dire que c'est très difficile pour moi de concevoir une app juste en se disant, bon, c'est une app de dating suédoise, tu vois. Ça n'a pas trop de sens, tu vois. C'est clair. À part si tu me dis, voilà, c'est un truc d'être entre voisins au Suède. Bon, là, forcément, compliqué, c'est difficile à scale et puis l'opérationnel est très, très complexe, tu vois. Mais sur une app, à partir du moment où c'est sur un produit, je sais pas, une app de productivité ou alors, je sais pas, une app de fitness, de dating, machin, un truc, le but, c'est de faire tous les pays du monde. Ça n'a aucun sens. C'est clair. Un seul, tu vois. Complètement. Mais bon, il faut commencer par un truc, tu vois. Commencer par un truc et faire l'épreuve dans un pays, quoi. Ok. Et toi, par affinité, tu préfères quoi? Des apps classiques, des apps de jeu? Qu'est-ce que tu préfères faire monétiser? Il y a deux choses. C'est que les apps de jeu, ça répond à un besoin de divertissement. Et si le gameplay est pas bon, tu peux bosser autant que tu veux, il se passera pas grand-chose. Et puis, puis c'est KO. Le projet est KO. Ça, tu peux le jeter à la poubelle. Et du coup, tu vas avoir besoin de faire beaucoup de jeux pour en trouver un qui intéresse un peu les gens. Alors qu'une app, ça répond plus à un besoin qui, on sait, existe, par exemple, comme une app de fitness. On sait que c'est un truc qui est rentable. On sait que c'est un truc dont les gens ont besoin. Tu vois, je peux pas deviner à l'avance un jeu si sauter par-dessus des arbres, c'est un truc qui va amuser les gens, tu vois. C'est sûr. Donc, je préfère. Travailler sur un produit, c'est assez sympa. Après, travailler sur un portefeuille, franchement, c'est tout aussi marrant, quoi. Il n'y a pas trop de, pas trop de différence, quoi. Ok, très bien. Troisième affirmation, troisième phrase, c'est pas forcément de moi. La France a du retard dans le marketing des apps. C'est ignoble. Pour moi, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Alors, pas parce que Dualcat, c'est une boîte française. Mais si tu prends, en fait... Alors déjà, il y a un premier truc, c'est sur le marketing des apps, le gaming est largement en avance sur les apps. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est clair. C'est les seuls qui comptent. Enfin, les seuls. C'est dans cette thématique d'app que les gens... Ils comptent, ils mesurent tout, ils automatisent tout, ils jouent avec les API de tout, etc. Ce qui est un truc qui est beaucoup moins fait dans le truc. Et par définition, parce que les apps aussi, souvent, ils ont plein de jeux. Dans la partie jeux, ils ont plein de jeux. Donc, du coup, c'est difficile de dire que... moi, je trouve que c'était quoi la question? C'était la France a du retard dans le marketing des apps. Pas du tout. Alors, pour moi, pas du tout, parce que déjà, ça dépend... Déjà, le gaming est en avance, ça, c'est un premier truc. Et la France est en retard, pas du tout. Si tu prends tous les trucs qui ont cassé le game, notamment dans la partie jeu, tu vas avoir Voodoo et puis d'autres, Oh My Game, Tap Nation, etc. Non, on a des beaux bébés. Donc, c'est pas du tout vrai. Et même dans les applications, c'est-à-dire tu as des très grosses apps de dating worldwide qui sont des apps françaises. Tu prends, je sais pas, Appen, Fruits qui a été racheté par Bumble, etc. Et tu as tout un tas d'apps, que ce soit d'utilitaires, de dating, mais de tout. Fruits a été racheté par Bumble, je sais même pas. Il me semble, c'est ça. Ok, non, je sais pas. Okay. Et donc, du coup, par le groupe Bumble, je sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est pour moi, la France est même très en avance sur ce sujet-là. C'est clair. Et puis après, il y a quelques pays un peu comme, je sais pas, qui se démarquent, tu vois, par exemple, dans la production de jeux. En termes de production, pas forcément de performance, tout, mais par exemple, la Turquie. La Turquie, j'allais dire, ça envoie. Parce qu'en fait, ils ont une boîte qui a percé dans le truc, qui s'appelle Peak, qui a été rachetée. Et du coup, plein d'autres gens qui sont partis de Peak ont levé des fonds, qui ont recréé des boîtes assez similaires, etc. Codeway aussi. Et tu as énormément de studios d'app et de jeux en Turquie, de manière, on va dire, disproportionnée par rapport à la taille de la Turquie versus à d'autres pays comme, je sais pas, qui seraient plus grands, tu vois. Et la France, franchement, on est très, très performant dans ce on a vraiment des bons noms. Ça, c'est stylé en France pour le coup sur les apps. On est vachement en avance. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Suivant, les achats uniques sur une app, c'est inutile. Je dirais pas ignoble, mais je dirais plutôt... En fait, je vais te répondre ignoble pour une raison simple, c'est que soit... Ça dépend en fait un peu de l'usage de ton app. Tu vois. Soit c'est inconsommable. Donc en fait, tu vas acheter des pièces dans une app, tu vas acheter des crédits pour passer des appels vidéo dans un jeu, et tu vas acheter des crédits pour passer des appels vidéo dans une app qui fait des trucs d'appels vidéo. Et du coup, dans ce cas-là, c'est inconsommable et ça peut être intéressant d'avoir des achats one shot. Maintenant, si tu as un produit où il y a de la rétention, faire des achats one shot, je trouve que c'est moins intéressant, notamment sur des apps que je sais pas, de fitness ou encore de productivité,
je trouve ça bien plus intéressant de partir sur des trucs d'abonnement. Si par définition il y a de la rétention, c'est tout le truc. Et puis évidemment, tu peux gagner potentiellement plus d'argent. L'avantage qu'il y a à faire du one-shot offer, c'est juste que c'est un marketing beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, quand tu fais un truc avec abonnement, tu sais pas combien de temps les gens restent abonnés. C'est difficile de trouver une amélioration sur ton produit parce qu'en fait, tu vas voir qu'en moyenne, les gens restent 4,2 mois et tu vas faire une amélioration et tu vas voir si les gens restent 4,6 mois. Mais en réalité, pour ce truc que tu vas aller gagner, tu vas devoir attendre 5 mois. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. C'est assez complexe. Alors qu'en fait, le marketing est très simple. C'est t'achètes, tu vends, tu sais combien tu vends et tu sais combien tu peux payer, point. Mais en général, je connais pas d'app qui en dehors du game où ils te vendent des achats one-shot, mais des apps, on va dire des apps qui sont pas des jeux, je vois pas d'app qui fonctionne comme ça, tu vois. Ok, ou alors avec des trucs très chers, c'est-à-dire un lifetime où ils te disent c'est 300 balles, tu vois. Oui, je vois le délire, Ok, très bien. Ok, achat unique. Et puis, dernière affirmation, dernière petite phrase, celle-là intéressante. C'est mieux d'avoir une app qui génère 1 million ou d'avoir 10 apps qui génèrent 100 000 chacune par mois, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? On va dire un truc positif cette fois, on va dire. C'est pas ignoble. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ton souhait, ce que tu veux, ce qui te plaît et ce qu'il y a. Alors déjà, d'avoir 10 apps versus une, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de focus sur une seule avec un seul produit, etc. Tu vas avoir un peu de limite de scale au bout d'un moment sur une seule. Si tu réfléchis portfolio, donc si tu en as 10, tu as beaucoup plus d'opérationnel, mais bon, tu peux créer des outils, donc tu mets ton focus dans autre chose que le produit, mais plus dans les outils. Après, moi, j'aime bien la version avec 10 parce qu'en fait, si tu trouves un truc qui casse le game et qui craque tout, genre qui permet de multiplier par 2 ou 3 le revenu de l'app parce que tu as trouvé une créa qui défonce ou tu as trouvé, je sais pas, tu as amélioré le paywall de 20% sur la valeur de vente sur le paywall parce que tu as trouvé le juste prix avec la bonne offre, le monthly, le weekly, le yearly, etc. Et ben en fait, t'as quand même, au lieu d'avoir un shot d'améliorer les choses et de faire x2 x3, t'en as 10. Du coup, ça quand même, c'est un peu plus kiffant, je trouve. Ouais, c'est clair. Mais après, ça dépend vraiment de la gestion que tu as du truc. Et après, ta dépendance, c'est un peu comme si tu dépensais que sur Facebook Ads, tu vois. Même au regard d'un mec qui voudrait, d'une boîte qui voudrait racheter un studio, si un demain, studio ou un plante, portefeuille, je pense en général, les gens préféreraient un studio. Après, tu vas me dire, dans un studio, est-ce qu'ils préfèrent 10 petites apps ou une grosse? Je sais pas, en termes opérationnels, pour eux, à intégrer, c'est beaucoup opérationnel, plus c'est chiant, mais effectivement, si tu en as 10 à 100 000, potentiellement, tu en as peut-être 3 dans les 10 qui vont faire 1 million aussi. Donc, c'est vrai que c'est ça. C'est un peu le truc pourquoi je dirais que je préférais la deuxième option, quoi, des 10 apps. Ok, très bien. Et ben voilà pour ce petit quiz, merci, c'était assez cool, assez clair. Passons maintenant un peu sur Dual 4. Donc tu nous as parlé un peu tout à l'heure de ce que c'était. Tu m'avais parlé quand on s'était eu au téléphone au début, que tu avais fait des jeux de soirée un peu action vérité, des trucs comme ça, et que tu avais arrêté parce que pas hyper rentable à la fin et tout. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez jeunes et qui se lancent dans ce genre de jeu. Nous ici on en a fait. Qu'est-ce que tu penses de ces jeux-là? C'est quoi la limite de ces applications-là, quoi? Alors, on a fait des jeux de soirée, c'est comme ça qu'on a commencé en fait, la Dual 4, c'est ce qui à l'époque s'appelait Dual Quiz. Ok. Donc Dual Quiz, pas Dual Quiz, parce que Dual Quiz c'était un jeu à l'époque de quiz qui n'a rien à voir. Dual Quiz, c'était au début des jeux de soirée, donc tu préfères. On avait la plus grosse app de tu préfères en France à l'époque, avec beaucoup de trafic organique, et on avait Je n'ai jamais. Pour combien tu. Ça marche toujours. Il y a toujours des apps comme ça tourne toujours ça. Et Dilemma, une app qu'on avait fait en partenariat avec Pierre Cross, qui est un youtubeur français, et qui du coup nous avait aidé à gagner pas mal de trafic sur l'app. Après, la réalité, c'est que c'est un bourbier de contenu, si tu veux faire ça dans toutes les langues, etc. C'est qu'en réalité, si tu prends par exemple le chiffre d'affaires de Dual 4 aujourd'hui et tu regardes ce que représente la France, je crois que c'est de l'ordre de 2%. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es en train de te limiter à un truc où tu pourrais faire 50 fois plus gros. Donc des jeux que dans une seule langue en français, je trouve que c'est vachement limitant. C'est vraiment un bourbier de contenu. C'est des apps très, on va dire, pas tendancieuses forcément, mais qui peuvent se faire kick du store parce qu'en fait, sur des jeux, par exemple, Je n'ai jamais, des jeux de soirée, etc., on peut vriller. Si tu veux. T'es toujours à la limite du border. T'es toujours à la limite du truc. Tu peux pas. En fait, tu sais que les pubs qui fonctionnent le mieux, c'est les trucs un peu border. Donc en fait, t'as envie de les faire, mais en même temps, t'as pas envie de les faire. Donc c'est un peu une thématique un peu compliquée, mais tout à fait cause, il y a quand même de l'argent à gagner là-dessus, mais il faut vraiment réfléchir à l'international et puis il y a des marchés dans le monde entier, et puis il y a un gros avantage sur ces jeux-là, c'est que c'est pas des jeux de niche, mais c'est des jeux qui peuvent, je veux dire, si tu bosses sérieusement la SO, tu peux faire un truc, c'est-à-dire que sur un runner game de jeu hyper casual.
la SO, on va dire que ça n'a pas un impact monstrueux, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, ces jeux-là, ils sont vachement intéressants parce qu'ils génèrent beaucoup d'organique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pas d'organique des stores, des gens qui tapent sur l'App Store, mais des gens qui en parlent à leurs potes, qui jouent avec d'autres potes, qui le retéléchargent sur le téléphone, bouche à oreille etc. et tout, ouais, ça Le marche bouche à oreille bien, qui marche assez bien. Et après, en général, c'est une audience assez jeune. Ouais. Donc, même si c'était monétisé avec des pubs, ça monétise pas avec des ICPM très, très élevés, en réalité. Ok. Et puis, de toutes les façons, les jeux de soirée comme ça, c'est des jeux avec des très, très basses rétentions. C'est pas un jeu auquel tu vas le jouer tous les jours tout seul. C'est un jeu que tu joues avec des gens, où tu te fais un petit truc tout seul, tu joues 5 minutes. Mais c'est pas un jeu où tu reprends ta partie. Il n'y a pas de continuité dans le truc, quoi. Ouais, ok, très bien. Ouais, c'est clair, ouais. Ok. Ouais, non, c'est clair, ok. Nous, on a encore une app encore qui marche un peu de jeu de soirée. Celle qui marche le mieux pour le moment, mais pareil, comme tu dis, c'est en France, t'as forcément un palier. Et puis du jour au lendemain, ça peut se faire kick. Donc ouais, c'est assez risqué quand même. Donc je vois un peu le délire, ouais. Ok, intéressant. Pour enchaîner, on a parlé pas mal de pubs et tout. Plutôt côté acquisition, tu préfères quoi comme réseau? Qu'est-ce que tu utilises? Je sais pas, Insta, Facebook, TikTok. Est-ce que tu as testé les trucs? C'est quoi la mode du moment et tout? Alors, comment là-dessus? Alors, c'est déjà comment acquérir du trafic. On va pas dire que je suis forcément un gars pressé, mais je trouve que l'aspect grossir avec de l'organique et de la SEO, etc., c'est un peu longuet. Et puis au-delà de ça, pour moi, ça doit venir en support de l'acquisition payante. Ouais. Donc en fait, l'acquisition payante, il y a beaucoup de choses. Alors la SEO n'étant pas gratuit, parce qu'il faut passer du temps, il faut acheter des outils, etc. Ouais, c'est un truc aussi, mais ça c'est le truc. Mais en gros, tu vas avoir toutes les régies, le social. Donc, Meta Ads, qui va inclure Facebook et Instagram. Ouais. Tu vas avoir TikTok Ads. Tu vas avoir aussi Snap. Tu vas avoir, donc ça, c'est les premiers trucs. Tu vas avoir les trucs de search. Donc, tu vas avoir Apple Search Ads. Ouais. Tu vas avoir, du coup, derrière Google Ads. Donc, Google Ads, ça va avec les Universal App Campaign. Tu vas pouvoir atteindre des placements dans YouTube Short, dans le search, mais aussi dans le Google Play Store, un peu partout avec des tests, des textes, des icônes, etc. Et après, tu vas avoir tout ce qu'on appelle les vidéo networks. Donc, les SDK network aussi. Ouais. Donc, tu vas avoir Applovin, Iron Source, Mintegral, Unity, à l'époque, Tapjoy, AdColony, Vungle, enfin, tout ce qui finit. Enfin, il y en a des flops. Ouais, il y en a plein, ouais. En gros, sur le gaming, la majorité du trafic vient des vidéo networks. C'est en gros des pubs de jeux dans d'autres jeux, tout simplement. Ouais, ok. Donc, ça va être, on va dire, Applovin, Mintegral, Unity, Iron Source, Vungle, etc. Ok. Ouais, ça marche bien, ouais. En fait, c'est des régies assez simples de setup, au final, qui vont... donc, tu vas mettre tes petits liens de tracking, etc. Et puis, du coup, c'est des trucs où tu peux acheter même au ROAS, donc au Return on Ad Spend. Okay. En Ad Spend, donc tu vas en fait pouvoir dire je veux récupérer 70% de mon argent des zéros. Ouais. Et tu sais que tu dors sur tes deux oreilles. Alors qu'en fait, Facebook... Ça dépend si tu fais des cost cap, etc. Mais Facebook, tu vas lui dire lowest cost et puis ça va faire comme ça, tu vois. Ouais. Et tu vas regarder à la semaine et te dire oui, à la semaine, on est pas mal. Et puis tu vas jouer avec le budget parce que tu sais qu'en fait, plus tu vas augmenter le budget, plus tu vas avoir des coûts qui vont augmenter. Et donc, en fait, tu vas plutôt réguler le budget sur ce genre de choses. Ouais. Et du coup, c'est un peu plus problématique. Et en plus de ça, il y a un truc sur les vidéos network que tu n'as pas sur les régies sociales, par exemple. C'est qu'en fait, tu vas faire du learning au tout début de ta campagne sur 1, 2, 3, 4 créas. Ouais. Et en fait, l'algorithme du vidéo network, par exemple Applovin, il va rester avec cette créa qui va devenir imbattable. Okay. Alors qu'en fait, sur Facebook, le contenu, tu vas le bouffer. Donc, ça nécessite beaucoup plus de contenu de faire de la pub sur Facebook ou sur TikTok. Et encore plus sur TikTok, d'ailleurs. Voilà. Okay. Donc, moi, j'ai une préférence sur les vidéos network parce qu'en fait, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille, ça demande beaucoup moins de créa. Et après, sur le social, c'est très, très intéressant dans des phases de test. Parce qu'en fait, les vidéos network, tu ne peux pas dépenser 50 balles par jour. Il y a un minimum de budget à avoir pour faire le truc. Okay. Donc, en fait, Applovin, je crois qu'il te demande $500 par jour minimum. En fait, sur une durée de 1 mois, donc il te demande $15 000. Donc, en fait, sur Facebook, tu peux mettre 50 balles par jour. Alors, ça dépend sur iOS, tu as l'histoire de threshold, à partir de qui s'installe, machin, etc. Ok, mais globalement, tu peux tester beaucoup plus vite sur du social. C'est ça un peu l'avantage. Et globalement, tous les gros... dans la partie gaming et même sur les apps, font leurs tests d'application, donc leurs tests de rétention sur le social. Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Tu peux tester beaucoup plus de contenu. Alors qu'en fait, si tu veux AB tester 8 créas différents sur Applovin, tu coûtes un peu cher. Non, mais le système prend ta créa, la meilleure créa, il ne te laisse même pas faire quoi que ce soit. Donc en fait, même si tu veux tester différents angles marketing, etc., c'est un truc que tu peux faire sur social que tu ne peux pas faire sur le vidéo network. Et après, il y a plein de petits networks. Mais la réalité des choses, c'est que si tu as une app, globalement, tu as Facebook, Google, qui sont des grosses maisons, et du coup, et TikTok. Après, TikTok, Google, tu vas avoir du trafic un peu cheap
mais tu vas pouvoir avoir beaucoup de quantité, notamment sur Android, qui n'est pas très performant sur iOS, Google Ads. Ouais. Et après, tu vas avoir Facebook Ads, qui est le meilleur d'ailleurs sur les deux OS, selon le truc. Après, tu vas avoir TikTok, qui est intéressant d'un point de vue contenu, qui est intéressant d'un point de vue... Voilà, ils essaient de construire un peu comme Facebook, mais les algos ne sont pas aussi performants. Donc, ça dépend un peu, quoi. Et tu es plus partisan de tester sur un réseau et après aller sur deux autres. Si on passe sur la partie plus sociale, genre je teste TikTok, après je vais sur Insta, Facebook, Insta et Snap par exemple si ça marche, ou alors je teste 3 d'un coup. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je préfère en tester 2. Ouais. Alors, moi, je préfère déjà tester les apps sur iOS. Ouais. Oui, je trouve ça, ça plus intéressant. Ouais, ça, c'est clair. Même si c'est plus long de release une app sur iOS que sur Android, parce que tu sais, t'as la vérification, etc. Ouais. C'est un peu plus complexe, mais je préfère tester sur iOS. Et quand je teste sur iOS, je préfère Facebook et TikTok. Maintenant, sur Android, si tu testes une app sur Android, j'ai envie de dire utilise Google Ads parce que c'est la régie qui va le mieux fonctionner, notamment avec Firebase, machin, etc. Ouais. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir beaucoup de trafic très rapidement. Bon, après, le trafic, il va pas être très quali, surtout si tu fais des campagnes de app install. Ok. Mais je pense que tester, voilà, c'est 3 régies de test. Et après, ça dépend vraiment de l'app. Tu vois, si tu as une app de, je sais pas, il y a des apps qui vont très bien, c'est pas des apps de finance. Ouais. C'est des apps qui vont très bien performer, par exemple, sur Apple Ads, sur Apple Search Ads. Ok. Qui vont un peu moins bien performer sur d'autres régies, tu vois. Donc, ça dépend un peu de l'app que tu as, mais globalement, si c'est... À part cas exceptionnel, globalement, va sur Facebook, quoi. Va sur Facebook. Et si tu testes sur Android, va sur Google. Ok, voilà. Très clair. Mais après, toutes les apps, en fait, c'est un truc intéressant, c'est que tous les créas, c'est pas la meilleure créa sur Facebook, qui sera la meilleure créa sur TikTok, qui sera la meilleure créa sur Snapchat. Hein. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un truc qui marche pas sur Facebook, et en fait, ça pète tout sur... Il y a plein d'apps qui scalent comme de ouf sur TikTok, qui n'arrivent pas à scaler sur Facebook. Ouais, nous, Facebook, des apps, ça va marcher. Donc, voilà. C'est le bon exemple. Après, Facebook, c'est peut-être plus difficile à manager, c'est des phases de learning plus compliquées, c'est une façon de tester les audiences, ça n'a plus trop d'intérêt maintenant. Mais c'est une autre cible aussi. Tu vois, TikTok, c'est un peu plus jeune, encore que c'est en train de monter, mais c'est une autre cible aussi, tu me diras. Ouais, je trouve moi qu'il n'y a pas de. C'est comme les gens qui me disaient, tu sais, j'ai pas mal de clients, des gens qui débutent aussi, qui disent oui, mais du coup, j'ai pas envie de faire de pub la nuit parce qu'il y a moins de monde. Non, mais attends, t'achètes pas un panneau publicitaire t'achètes un nombre d'impressions au final. Donc en fait, ça change que dalle, que ce soit 2h du matin ou à 14h, ça n'a pas d'importance. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok, très clair. Bah écoute, on a fait la presse de quiz, Dual 4, et puis finir un peu sur acquisition. Donc, de ce que j'ai compris, ta acquisition, est-ce que le programme que tu lances là, tu disais quoi sur les 30 jours? Non, ouais, c'est un programme de 30 jours. Ça, c'est lié à acquisition ou alors c'est vraiment autre chose? C'est lié à acquisition. Okay. Donc en gros, il y a deux choses. Il y a Dual 4 qui est la partie gaming, où j'ai des associés qui sont différents. Ouais. Et il y a acquisition où c'est moi. Sur acquisition, je fais du coup 3 choses. Ouais. Je fais la partie launch, donc j'accompagne les gens au launch comme je te disais au début. Je fais aussi la partie scale, donc en gros, passer d'une app qui fait 30-40 000 à une app qui fait 200-300 000. Donc c'est ça un peu l'objectif. Donc j'accompagne sur tous les sujets, que ce soit sur le launch ou sur la grosse, sur la scale. C'est donc du coup du product marketing, donc en fait comment améliorer le pipe, tu vois, si tu veux, l'onboarding, enfin la store page, l'onboarding, le paywall, etc. C'est aussi de la data, c'est la mise en place d'une infrastructure data qui est très importante pour comprendre ce qu'on est en train de faire et comprendre s'il y a des améliorations. La créa aussi, qui est un truc clé, parce qu'en fait, si tu n'as pas le bon message, ça n'a pas les mêmes résultats. Et après, l'acquisition. Ok. Et donc, en fait, j'accompagne aussi bien sur le launch que sur la scale, sur ces sujets-là. Et en fait, parce qu'en fait, notamment dans la scale, c'est éternel, si tu veux, le nombre de paywall que tu peux tester, le nombre de pricing sur le paywall que tu peux tester avec des outils comme Adapty, comme Revenu4, comme peu importe, mais comme Superwall aussi, très intéressant. Après, voilà. Et ça, le troisième truc dont tu parlais, là, c'est le bootcamp. Et le bootcamp, c'est à vocation à train des gens. Donc, soit quelqu'un qui va lancer son app, soit quelqu'un qui a lancé son app et qui se trouve un peu dans la sauce, soit pour des plus grosses boîtes, soit des agences qui veulent former des gens, soit des gens juste qui veulent apprendre et puis un peu step up sur tous les sujets ou revalider toutes les bases. L'idée, c'est un programme qui dure entre 16 et 20 sessions de 1 heure, tout dépend à quelle vitesse on avance. C'est en collectif, donc c'est en anglais, principalement, sauf si alors je me retrouvais avec plein de gens en français, mais majoritairement aujourd'hui, c'est en anglais. Et en gros, l'idée, c'est d'expliquer tous les sujets un peu de base, donc Facebook Ads basics, Facebook Ads un peu plus avancé. Tu as TikTok Ads basique, tu as Search Ads, Snapchat, un peu expliqué, on va dire, Adjust, AdFlyers, ce que c'est un MP, etc. Les stratégies pour créer du contenu. Et après, la SO pour améliorer ta page de store, la SO pour améliorer les keywords, etc. et ta discoverability.
Donc, c'est un peu tous ces sujets-là. Donc, en gros, il y a 16 sessions, c'est 16 sujets qui sont entre 16 et 20 sessions. Et c'est 1 heure par jour pendant un mois. On va dire 4 à 5 fois par semaine. Tout dépend de l'avancée qu'on a. Ok, très clair. Ok, cool. Donc, petit programme, ok, très très intéressant. Tu as parlé un peu de Superwall, t'en penses quoi de ça? Du coup, tu as testé un peu. Tu fais comment les paywalls, toi, aujourd'hui? Enfin, ceux que tu as fait chez Dualcat ou ceux que tu conseilles dans tes apps, tu les fais à la main, tu utilises des outils, comment ça se passe de ce côté-là? Alors, les paywalls, dans Dualcat, il y a des paywalls, mais en réalité, c'est pas du tout un c'est de la focus, pub. puisque c'est 99,9% de pub. Sur les apps, alors ça dépend un peu du client. Parce qu'en fait, quand j'arrive alors, soit quand je fais de la mise en place dès le départ, je vais mettre des outils que je préfère en place. Mais quand j'arrive et qu'il y a déjà des outils, souvent il y a un revenu 4 principalement. Superwall, c'est très intéressant parce que tu peux. Alors, l'intégration du SDK est un tout petit peu plus longue. C'est très intéressant parce que c'est vraiment du drag and drop. Une fois que tu as fait l'intégration du SDK, tu peux bouger des paywalls, dupliquer des paywalls, créer d'autres paywalls, positionner des paywalls ailleurs, tester on va dire, tout ce que tu veux. La plateforme sur Superwall, elle est un peu plus sympa en termes sur l'A/B testing, etc., les résultats, etc. Et donc, du coup, paywall, la création de paywall, si tu veux, tu vois, genre à la mano dans le truc, parce qu'en fait, c'est du HTML derrière. C'est hyper intéressant. Après, revenu 4, c'est pas si simple. Les templates qu'ils te proposent sont pas ils sont pas dingos. Leurs templates, effectivement. Bon, voilà. Après, tout dépend ce que tu veux A/B tester. Si tu veux A/B tester le pricing, j'avoue que le layout de la page, on s'en fout un peu. Oui, on s'en fout. Non, c'était plus pour la partie design de la page. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Il n'y a pas de truc qui marche mieux, qui est tout le temps le cas, tu vois. C'est clair. Mais tu peux être beaucoup plus efficace sur un paywall. Et puis, je vais te dire un truc tout bête. On a fait un test avec un client. Alors, je ne peux pas te donner le nom, mais en gros, qui avait les paramètres suivants. Donc, on avait le monthly à 11,99 $ et le yearly à 99,99 $. Le deuxième, c'était du coup le test qu'on a fait, c'est 11,99 le monthly et le yearly à 39,99. En fait, ce qu'on voulait faire avec ce truc-là, c'est qu'on voulait cash in l'argent beaucoup plus vite pour l'investir dans l'acquisition. Je vois. En fait, et du coup, on voulait déporter tous les gens qui étaient en monthly à 11,99 versus le 39,99 par an, parce que c'est x12, donc c'est beaucoup plus intéressant. En fait, tout le monde s'en fout. Les résultats, c'est quoi? C'est que tu as exactement le même nombre de gens qui ont acheté le monthly dans les deux cas. Et c'est juste qu'on a 10 fois plus d'achats du yearly. Donc là, il est 2 fois moins cher environ, tu vois, 2 fois et demi moins cher. Mais on a 10 fois plus d'achats. Et donc, à la fin, ce qui se passe sur ce test-là, on a augmenté le revenu sur juste un changement de un des deux pricing avec la même offre, c'est-à-dire le monthly et le yearly, de plus de 40% sur la valeur. Donc en fait, tu vois bien sur un business, quand tu fais x1,4 du truc, c'est pas dégueu. L'impact il est monstrueux. Et c'est-à-dire et c'est beaucoup plus impactant ça que de s'amuser à faire je sais pas, des trucs à l'intérieur du produit pour améliorer la rétention, que les mecs réunissent un peu plus, etc. C'est beaucoup plus efficace ce genre de truc. Après, c'est la même chose sur les créas. Hein. Tu peux avoir une créa qui va avoir 10 de CPI et l'autre 1. C'est-à-dire sur le même produit en disant quasiment la même chose. C'est ça qui est assez génial. Et c'est pour ça que la recherche créa, ça doit être un truc assez clé. C'est pour ça que les phases de test, elles se passent beaucoup sur les réseaux sociaux et pas du tout sur des vidéos network. Ça se joue souvent avant. Quand on voit que à la fin du onboarding, généralement, la plupart des gens prennent déjà l'abonnement. Tu dis, bon, en fait, ça se joue bien plutôt que à l'intérieur du produit très profond. C'est encore autre chose. Après, intéressant. Tout dépend de la conversion et tout. Mais globalement, en fait, voilà, c'est juste que parfois, tu vas faire des trucs, c'est pas du tout l'effet que tu crois que ça va avoir. C'est clair. Mais après, ça a eu un impact positif. Hein. Mais de la même façon que si tu disais, voilà, je vais mettre le monthly à 1,99 et le yearly à 399,99, personne n'achètera, tu vois. Parce que les gens voient pas la valeur du truc, n'ont jamais utilisé le produit, etc. Tu vois. Et après, ça dépend si tu mets un trial ou pas, etc. Enfin, ça dépend de beaucoup de paramètres. Tu as des milliers de combos de paywall à tester. Et bon, tu en as plein qui servent à rien. Tu as une bonne partie de ces milliers qui n'ont pas de sens, tu vois. Avec des prix débiles, tu sais, le moins, je sais pas, le yearly qui serait moins cher que le weekly, ou, tu vois, qui n'ont aucun sens, tu vois. Mais en tout cas, dans tous les trucs qui font sens, de toute façon, ce qui est certain, c'est que la version avec laquelle tu commences avec ton offre et ton pricing n'est pas la meilleure. Il y a une chance sur, je sais pas, 20 000, 30 000 que ce soit la meilleure. Donc en vrai, c'est pas le cas, tu vois. Donc en vrai, tu sais que tu vas pouvoir faire, mais même ne serait-ce que quand tu testes, tu vas dans la phase de test, de launch, tu vois, c'est la réponse que j'apporte à mes clients, c'est on n'est pas rentable, mais en fait, on peut déjà améliorer le paywall, enfin avec le pricing, on peut déjà faire x2 du revenu. Avec les créas, on peut déjà trouver un truc qui coûte 2 fois moins cher. Donc en fait, même si on récupère que 40%, enfin que 25% de l'argent qu'on investit pour l'instant,
il y a quand même du potentiel et on peut récupérer tout l'argent au bout d'un moment si on bosse dessus, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, toi, des prix des outils? Tu vois, Revenu4, je crois que c'est 1% du revenu traqué, ça va encore. Superall, je crois que c'est 20 centimes la conversion, ça commence à coûter cher. Les MMP. Ça dépend combien tu vends et où tu vends. Bien sûr, ouais. Les MMP, ça coûte cher aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du coup? Comment tu gères ça Alors, les MMP, ça coûte cher, ça me fait grincer les dents. Parce qu'en fait, et du coup, en fait, tous les clients que j'ai, à part quand ils ont vraiment bien avancé et qu'ils font déjà beaucoup de revenus, ils ont compris l'intérêt. Mais tous les clients que j'ai qui démarrent, ils disent ouais, mais on s'en fout, on a déjà Firebase. Alors, c'est des outils Firebase, outil de Google d'analytics. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, les gens pensent aussi que les MMP, par exemple Adjust, AdFlyer, c'est fait pour traquer les événements et tout. Non. Adjust, AdFlyer, le MMP, ça sert à plusieurs choses. Ça sert, à traquer l'origine du trafic, enfin la source du trafic. Définir la qualité d'un utilisateur, ok, et ça sert à avoir la donnée cohortée. La donnée cohortée, c'est quand tu dépenses 1 euro aujourd'hui, combien cet euro que tu as dépensé, cet utilisateur que tu as acquis, va rapporter dans le temps, donc sur toute sa cohorte, sur son user journey, on va dire. Bien sûr. Versus, parce qu'en fait, si tu dépenses, on va dire 100 euros aujourd'hui et qu'on fait 40 euros de revenus et que demain on arrête de dépenser, ok, on va dire, hier c'était une journée un peu pourrie, on a perdu 60 balles. Et le lendemain, on va gagner 30 balles et on va dépenser 0. Voilà, une journée géniale, vaut mieux qu'on fasse comme ça. Oui, mais en fait, c'est le revenu de la cohorte. Donc, du coup, c'est juste une question. Un MMP, c'est pour pouvoir monitorer ton investissement. Tu peux te passer d'un MMP de la même manière que tu peux jouer, c'est ce que je disais à un client récemment, tu peux jouer au tennis avec une raquette de ping-pong. Mais si tu veux, si tu t'équipes pas comme il faut, tu peux pas. Et en général, les gens, quand ils lancent une app, ils veulent pas gagner 10 000 balles. Ils veulent faire une vraie app qui cartonne avec des millions de téléchargements, etc. En fait, tu es obligé de passer par cette case-là. Et c'est cher. Mais si tu veux faire des millions, payer un MMP, je sais pas, ils vont avoir des offres. Le minimum, ça va être autour de 5 000 balles par an, un truc comme ça, un peu le minimum. Et après, tout dépend ce que tu fais et combien de téléchargements. Alors, par exemple, sur le pricing d'Adjust, c'est le nombre de téléchargements payants que tu vas faire. Donc, tu fais beaucoup d'organique, c'est pas compté. Mais globalement, c'est comme ça que les gens, si tu veux, peuvent monitorer leur investissement, tu vois. Ok, très intéressant. Sinon, tu vois rien, en fait. Et oui, tu as l'impression que tu peux faire. Et après, parallèlement à ça, ça va améliorer la qualité de tes campagnes. Si tu veux, tu vas lier les événements Adjust à des événements Facebook. Tu vas renvoyer l'information Adjust, le SDK Adjust ou AdFlyer va capter l'information, va la renvoyer à Facebook et tu vas améliorer l'algorithme Facebook. Donc, en fait, c'est pas indispensable parce que tu peux quand même créer des campagnes sur la majorité des networks. C'est juste qu'en fait, si tu l'as pas, t'es vraiment avec ta raquette de ping-pong comme un as sur le terrain de tennis. Ouais, je comprends. C'est intéressant parce que quand tu te lances, je sais que nous, on a pris beaucoup de temps avant de comprendre vraiment à quoi ça servait. On était un peu comme ça en disant, ouais, bon, ça sert à rien, on s'en fout. Parce que personne ne l'explique en fait. Et je trouve que c'est assez flou encore, les MMP, je trouve aujourd'hui. Il y a très peu de docs dessus et tout. C'est un peu flou, je trouve encore. Donc c'est vrai que quand tu te lances, tu te dis, en fait, nous, on faisait que du TikTok en plus, donc un seul network. Donc on disait, bon, on a que TikTok, on arrive parfaitement à traquer. Donc en fait, ce serait pas grand chose. Mais là, on n'avait pas tout. Mais la donnée que tu as dans TikTok, elle n'est pas forcément vraie. Le but, c'est un arbitre en fait. C'est le MMP, c'est un arbitre, c'est lui qui te dit, voilà, ça vient là, ça vient là. Parce qu'en fait, tu vas faire la pub sur TikTok et Facebook, tu vas voir, ils vont te dire les deux, j'ai fait 1100 installations, 1100 installations, et tu vas avoir dans le truc, dans SDK, non, il n'y a que 2000 installations, c'est quoi ce truc, tu vois. Et en fait, tu vas comprendre qu'il y a besoin d'un arbitre. Et après, le flou que tu décris, il est pour tout le monde, et même certains moments pour des gens qui utilisent Adjust depuis des années, parce qu'en fait, il y a même aussi le flou iOS 14, Scan, 4.0, 4.0. Les gens, on s'en parlait la dernière fois, les gens, ils comprennent pas trop. Moi, pour être franc, je comprends ce que c'est, mais je comprends pas ce que Apple fabrique. C'est vraiment pour moi le grand mystère, mais qu'est-ce qu'ils trafiquent avec leur truc ? Quoi, ils veulent lancer leur régie et être les seuls de pouvoir traquer tout ce qui se passe, etc. Et puis je vais même te dire, quand tu es sur Apple Search Ads, tu peux traquer que les installs. Tu peux même pas traquer tous les événements post-install et tout. Donc en vrai, proprement et tout, tu peux le traquer via Adjust, mais si tu avais juste Apple Ads et pas de MMP, c'est un peu, tu vois, je comprends pas ce qu'ils font. Et après, je comprends ce qu'ils font. Ils protègent les données des gens parce que il y a tous les trucs de régulation, de trucs juridiques. Je parle d'expert ce truc-là, tu vois, des trucs de privacy, policy, machin, etc. Donc ils jouent le jeu pour pas qu'on les emmerde, quoi. C'est juste ça. Ouais, c'est clair. Il y a d'autres trucs aussi, tu vois. Mais bon. Et après, voilà, pour cette pop-up que tu as, cette ITT pop-up, tu sais, prompt que tu as au début, autorisez-vous l'application dès que tu arrives sur l'app. Ça, c'est horrible. À traquer tout ce que vous allez faire et tout. Les gens, ils se disent, ah bah non, tu vois. Ouais. Donc ça, pareil, le fait d'accepter ou refuser cette pop-up, ça impacte comment après sur les MMP derrière T'as moins de data. T'as moins de data. En fait, ce qui se passe, par exemple, c'est quand tu vas faire la pub sur Facebook. Tu vas avoir, par exemple, 100 téléchargements de Facebook. Il va te dire 100 parce qu'il est self-attributed network. Donc, c'est un SAN. Ce qu'on appelle ça. Au Facebook, tu vas dire il y a 100 installations. Bon, toi, tu sais que c'est pas vraiment vrai. Parce que déjà, il va un peu over-attribuer. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, tu vas aller voir dans Adjust
et tu vas voir qu'il y a 7 installations. Tu dis, putain, c'est quoi ce truc? On a mal paramétré un truc, on a mal setup le truc, c'est quoi ce truc? En fait, il va compter Adjust ne va pouvoir traquer et montrer dans Adjust que les gens qui ont opt-in Facebook, qui ont opt-in le SDK Adjust, donc du coup dans ton app, ok? Et donc du coup, en fait, Facebook a posé cette question, est-ce que tu veux opt-in ou pas, je crois, en 2021, un truc comme ça, au moment de iOS 14. Et je crois qu'il y a un truc de l'ordre de 40% des gens qui ont accepté. Et en fait, la pop-up que tu vas avoir, tout dépend de l'app que tu as, si c'est un jeu, si c'est une app, ça dépend d'une app de dating ou pas de truc. Cette pop-up un peu relou qu'on décrit là, on va avoir un taux d'acceptation, je sais pas, entre 20 et 70%. Mais disons 40%. On va dire que tu as 40%, on va dire 50% pour simplifier le calcul. Tu as 40% et ensuite tu as 50% derrière, tu n'as plus que 20% du trafic qui est traqué. Donc en fait, quand tu avais déjà 100 installs de côté Facebook qui fumaient un peu la moquette, qui en réalité était vraiment 90, tu vas en voir que 20 de l'autre côté. Et en fait, tu vas te dire, c'est quoi ce truc? Et en fait, tu vas devoir reconstituer la data. Tu vas dire, OK, Facebook, il dit un peu n'importe quoi, il dit 100, mais je sais que d'habitude, quand je traque tous mes trucs et que je sais, j'arrête de dépenser, je continue à dépenser, etc., et ça fait un peu des vagues et que je vois un peu ce que je fais, je vois l'impact de Facebook, en fait, c'est plutôt 90. Et en fait, ce 90, et en fait, tu vas devoir aller repêcher dans l'organique tous ces trucs-là. Et en fait, tu vas devoir extraire la data des Adjust et tout. Et là, tu vas te dire, putain, mais à quoi ça sert Adjust? C'est ça. Et en fait, mais en réalité, c'est des régulations. En fait, ils peuvent pas aller par-dessus ce truc-là. Et toi non plus, tu es bien obligé de compter. Et puis à un moment, il faut bosser, tu vois. C'est clair. Ce serait trop simple. Il y a une partie data où il faut bosser un petit peu. Bon, il faut accepter ce truc-là, tu vois. C'est clair. Non, intéressant. Et voilà, MMP. C'est un vrai sujet, la MMP. Que les gens viennent vers moi et qui s'ils n'ont pas compris, que parce que là, c'est un peu sommaire ce qu'on a dit. Oui, bien sûr. J'explique avec plaisir en 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Et je vous explique l'intérêt sans aucun problème d'un MMP, même si, pour être très franc, et si les gens de Adjust regardent ça, j'ai toujours trouvé ça très cher Adjust, et avec plaisir que ce soit moins cher, et je serai toujours là pour négocier parce qu'en réalité, c'est toujours un coût, en fait, notamment quand on fait des jeux hyper casual et qu'on fait de la pub dans tous les pays et qu'on fait des millions de téléchargements, ça coûte vite très cher. Ouais, c'est clair. Très bien. Eh ben écoute, on a fait le tour. Petite dernière question, je n'ai pas parlé au début. C'est vrai qu'on est parti direct sur Dual 4. T'as fait quoi avant, en fait, avant d'arriver à faire tout ça? Comment t'es tombé dans les apps J'ai fait du conseil financier. Ok. J'ai, on va dire, appris à travailler, mais je sentais pas la vibe. C'est-à-dire que je sentais que... Alors, j'ai une bonne expérience, ça m'a pris à bosser. À côté de ça, la nuit, si tu veux, je développais mon premier jeu. En VBA à l'époque, c'était Visual Basic for Application, donc c'est dans Excel. Ouais, donc tu codais toi avant. Je codais, c'est un grand mot. Je codais dans Excel, donc je peux faire du reporting. Je codais, principalement dans la finance. Mais en tout cas, j'ai développé mon premier jeu et le jour de la sortie du premier jeu, j'ai reçu un message du CEO de Voodoo. À l'époque, ils étaient genre 3-4, je sais pas exactement combien ils étaient, tu vois. Il me disait, on est très intéressé par ton jeu, rencontrons-nous. Et c'était en 2016. Et puis en 2016, j'étais très impressionné parce que je crois que Voodoo, il faisait peut-être 1 million de chiffre d'affaires en 2016. Moi, je commençais. Pour moi, je me dis, 1 million, c'est énorme. L'année d'après, ils ont fait 70. L'année d'après, ils ont fait 300. Enfin, je veux dire, ils sont partis dans la fusée. Mais en tout cas, voilà, je leur ai cédé ce jeu-là en 2016. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Après, pour rien te cacher, moi, j'avais voulu faire de la finance. Peut-être je suis arrivé un peu tard parce que j'ai eu le bac autour, je sais pas, au moment de la crise des subprimes, et on va dire que faire de la finance de marché, c'était pas très à la mode. Et du coup, j'ai découvert Facebook Ads, on va dire en 2014, où j'ai accompagné des gens qui faisaient du e-commerce, à l'époque du dropshipping, etc. Et je me dis, c'est dingue, on met 1 euro, il y a 10 balles qui sortent, c'est génial. Et en fait, j'ai trouvé que ça correspondait un peu à la finance de marché que je faisais pas. Parce qu'en réalité, quand on me posait la question quand j'étais en école de commerce et on me disait, tu vas faire l'option marketing. Je fais, mais jamais de la vie, c'est quoi ce truc? Avec le SWOT, le machin, le truc, jamais de la vie, je vais faire ce truc-là. Mais en réalité, aujourd'hui, je fais du marketing. Et alors, oui, c'est du marketing performance, mais comme on disait tout à l'heure, si on veut revenir à tout ce qui est créa et l'essence même du truc, c'est du marketing en disant, c'est quoi le message qu'on veut faire passer? C'est quoi les utilisateurs? C'est quoi la valeur perçue du produit? C'est quoi tout ça, en fait? Et du coup, on revient à faire du marketing pur et dur, tu vois. Avec des outils très compliqués, pas forcément très intuitifs et tout, mais c'est un peu ça le game, quoi. Ok, parfait. Écoute, je voulais savoir ce que tu as dit comme parcours, c'est toujours intéressant. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci Gary, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont appris pas mal de choses parce qu'on a beaucoup de questions souvent sur le marketing des apps. Donc c'est ce qui manquait un peu dans les autres podcasts qu'on a eu avant. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc merci beaucoup et puis au plaisir. Avec plaisir.